Les grands entretiens de Stéphane Bureau. Aujourd'hui, Stéphane Bureau rencontre l'avocat et ancien ministre de la Justice, Marc Bellemare. Marc Bellemare est l'un des avocats les plus connus de Québec, aussi par extension du Québec. Né à Saint-Hyacinthe en 1956, M. Bellemare est assermenté comme avocat, c'était en 1979. Il pratique depuis en droit social et a fait figure de pionnier en devenant le premier avocat québécois à consacrer la totalité de sa pratique au service des victimes. Marc Bellemare réclame depuis des années une réforme du régime d'indemnisation sans égard à la faute, le fameux no fault pour l'assurance automobile. Il a fait un bref saut en politique, vraiment bref, politique active. C'était en 2003 en devenant ministre de la Justice et procureur général du Québec. En 2010, M. Bellemare est revenu à l'avant de la scène avec des déclarations fracassantes au sujet du processus de nomination des juges. Des propos qui ont provoqué la tenue d'une commission d'enquête, la commission Bastarache. Marc Bellemare est aussi un passionné d'art contemporain, c'est moins connu, et un collectionneur des œuvres de grands artistes québécois. Monsieur Bellemare, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Cette passion pour l'art, effectivement, c'est un peu moins connu. J'avais envie de commencer avec ça parce qu'il y a une belle métaphore qui illustre peut-être bien votre vie et ce que je viens de résumer. C'est le don que vous avez fait d'un tableau de mon homonyme, M. Bureau, Martin Bureau, au Parlement. C'est vrai. Ça n'a pas été aussi simple qu'on pourrait l'imaginer d'abord que de donner un tableau. Pour qu'on comprenne en quoi c'est une métaphore, décrivez-nous donc un peu le tableau. C'est le Parlement en feu. Martin Bureau qui a fait le Parlement en feu. Et c'est au fond, l'idée, c'est de démontrer finalement ou de laisser croire que la démocratie s'est envolée au Québec à cause de la corruption. Donc, les politiciens corrompus... Ça en serait l'illustration. Exactement, ont tué la démocratie parce que l'intérêt pour le pouvoir, la folie du pouvoir a fait en sorte que, finalement, la démocratie n'existe plus. Quand j'ai donné le tableau, je voulais que Est-ce que vous saviez ce que vous faisiez en le donnant? Bien sûr. Puis quand j'ai appelé Jacques Chagnon, le président à l'époque, de l'Assemblée nationale, je lui ai dit, il faudrait encourager des artistes neufs, des jeunes. Et Martin Bureau pourrait le faire. Alors, je lui ai envoyé tout le pedigree de Martin. Martin a communiqué avec eux. Il a rencontré les gens responsables des arts au salon du président. Et l'œuvre a été reçue maintenant dans le petit libellé qui entoure le tableau. On est allé moins fort un peu. Montrant l'intérêt de l'artiste envers la critique des systèmes établis, le tableau « L'incendie du Parlement » exprime le souhait d'une démocratie durable par l'évocation de sa précarité. C'est comme ça qu'on présente le tableau. Vous avez eu comme réaction, c'était dans Le Soleil le 16 septembre 2014, « Ça ne m'empêche pas de donner ma propre interprétation. Combustion égale corruption. Et pour moi, la démocratie a quitté le Parlement de 2009 à 2012 sous le règne de Jean Charest. » Exactement. Alors, le billet qu'ils ont écrit est totalement insipide, mais c'est de la politique. C'est des politiciens qui ont décidé ça pour faire plaisir à tout le monde. Moi, j'ai pas approuvé le texte. Mais si on va sur le site de Martin Bureau, qu'on va voir le tableau, je suis convaincu qu'on a toute l'information. Alors, c'est l'auteur du tableau qui a raison. Il n'y a personne d'autre. Et vous avez parlé tout à l'heure de l'illustration de la folie du pouvoir. C'est certainement pas une folie qui s'est emparée du Parlement entre 2009 et 2012. Vous l'avez un peu fréquenté. Je dis un peu, vous n'avez pas été là très longtemps, on reviendra là-dessus. Ça existe, la folie du pouvoir? En tout cas, c'est ce que craignait Socrate 4 siècles avant Jésus-Christ. Je pense qu'encore aujourd'hui, c'est le cas. C'est ce qui arrive, c'est que les politiciens se font élire et après, ils décollent pas. Ils veulent rester là. Et, à tout prix? À tout prix. Et pour rester là, ils promettent n'importe quoi, une fois par 4 ans, en espérant que les électeurs vont être assez dupes pour adhérer à un certain nombre de promesses. Alors, si vous avez parlé de folie du pouvoir il y a quelques instants, vous avez aussi souligné qu'il y avait non seulement un risque, mais la réalité de ce que nous ne vivions plus tout à fait dans une démocratie. C'est très inquiétant. Oui, mais c'est parce que, au fond, les partis politiques, les politiciens promettent n'importe quoi. La plupart du temps, ils savent très bien qu'ils ne le feront pas. Et bon, il faut essayer de séduire les électeurs. Pourquoi on dit que les libéraux mais est-ce que c'est une maladie propre aux libéraux?
selon vous? Ben, l'intérêt pour le pouvoir du côté des libéraux, à mon avis, est en bonne partie relié au fait que c'est un parti d'affaires. C'est une business, le Parti libéral. Mais vous avez joint ses rangs, M. Oui, Bellemare. j'ai rejoint ses rangs. Vous n'étiez pas un innocent quand vous l'avez fait? Peut-être un peu plus. Peut-être en partie. Et vous avez voté oui au référendum en 95. Aux deux référendums. Aux deux référendums, vous avez voté oui. Donc, vous avez le cœur probablement avec les souverainistes. Oui. Vous choisissez, puis on ne va pas devancer toute votre histoire, mais la table est naturellement mise. Oui. Vous choisissez en 2003 de faire le saut en politique après avoir été courtisé par les péquistes, Par tout le monde. l'ADQ à l'époque, et vous allez avec les libéraux, c'est que vous vouliez du pouvoir, vous aussi. Vous étiez pas dupe. C'est-à-dire que je voulais changer les choses. J'avais un plan, j'avais un projet. D'ailleurs, plusieurs collègues qui me l'ont reproché après coup en disant « Marc, toi, tu avais des idées précises. Faut pas avoir d'idées précises. Faut aller pour servir. Quand on a un plan précis, on risque de ne pas pouvoir le réaliser puis d'être déçu. » Oui, mais vous étiez prêt à instrumentaliser le parti pour appliquer vos idées précises, Oui, parce que tout à c'était fait. probablement pas votre parti naturel de prédilection. Non, moi, j'ai été membre du Parti libéral du Québec le 14 janvier 2003. J'ai été annoncé comme candidat le 27 janvier. J'ai été élu le 14 avril. J'ai été ministre le 29 avril. Alors, ça a été assez fulgurant. Mais il y a un peu d'opportunisme là-dedans, ce qu'on peut dire. Tout à fait, absolument, parce que un parti politique est un véhicule. Si vous êtes journaliste, vous dites, moi, je veux réformer toute l'industrie de la presse au Québec. Je trouve que ça marche pas. Je trouve qu'on devrait avoir une meilleure presse, un meilleur encadrement, de meilleurs budgets, etc., un meilleur encadrement légal. Et un parti politique vous dit, vient vous chercher chez vous et vous dit, écoutez, M. Bureau, nous, on est prêts à le faire, on va s'engager par écrit à le faire, on va vous demander même d'écrire le programme du parti en matière de communication publique. Et vous acceptez, vous y allez. Après ça, on vous dit non, on le fera pas, après un an. Ben, alors, oui, vous moi, avez été dupé, je suis pas sûr que j'aurais accepté. Votre proposition? Moi, j'avais 47 ans et j'avais travaillé depuis 25 ans pour les victimes d'accidents, les victimes d'actes criminels. Vous n'êtes pas un enfant d'école. Et je me disais, il faut changer ces lois-là. Et voici que les libéraux se sont montrés ouverts. Et il y a eu toute une présentation publique autour de ma candidature. On a invité des victimes d'accidents, on a invité des associations de victimes, de même jusque dans les maritimes. Parce que c'était vraiment votre cause. Ben, ma cause, la cause des victimes, pour faire en sorte qu'elles soient mieux traitées, que les délais de cours lorsqu'elles contestent des décisions soient plus courts, plus acceptables, qu'on joue franc jeu avec elles, que les régimes publics soient plus humanisés. Alors, c'était mon but. Et j'ai écrit, à la demande de M. Charest, un programme électoral en matière de justice, qui était le 15e document sectoriel. À l'époque, il y avait des documents sectoriels. Il y en avait en agriculture, il y en avait en éducation. Et le 15e était celui de la justice que j'ai écrit de la première majuscule au point final. Donc, croyant que ça deviendrait l'épine dorsale de ce prochain gouvernement en matière de droit et d'ambition pour le ministère de la Justice. Et au moment de mon assermentation, M. Charest a répété dans la lettre qui m'était dédiée pour réaliser un certain nombre de réformes. Maintenant, ça s'est pas fait et j'ai compris, à partir du mois de janvier 2004, à l'occasion d'entretien avec M. Charest, on m'a expressément signalé le fait que ces réformes-là ne se feraient pas de façon graduelle jusqu'en avril quand j'ai quitté. Est-ce que vous étiez un naïf ou est-ce que vous vous êtes fait jouer un tour parce que vous avez eu la présomption de penser que vous pourriez être l'homme de l'exception? Bien, on me disait, écoute, Marc, dans ce domaine-là, tous les régimes publics sont complexes. C'est un peu comme l'impôt. Hein. Toucher à ça prend des connaissances légales, des connaissances pratiques, des connaissances qui touchent le fonctionnement des différentes machines, la Société de l'assurance automobile, la CSST, la Régie des rentes, IVAC, etc. C'est très compliqué. Et on me disait, nous, on connaît pas ça, les parlementaires, alors on a besoin d'un porteur de ballon. On a flatté un peu votre ego. Et toi, t'es le porteur de ballon. Alors, je suis arrivé avec mon ballon, mais on a échappé le ballon. En cours de route, il n'y avait plus de ballon. Alors, quand j'ai vu qu'il n'y avait plus de ballon, je suis retourné au bureau. Ben, on voulait une vedette, surtout. Oui, à Québec, c'est important. Pour eux, il y avait, je l'ai bien senti, il y avait Sam Hamad qui parlait aux hommes d'affaires, aux gens d'affaires. Et moi, je parlais aux gens ordinaires, aux victimes, aux gens mal pris. Et vous aviez fait longtemps à la radio. Vous aviez une certaine popularité. La radio, dans les causes aussi, parce que, comme vous l'avez signalé en début d'entrevue, j'ai été le premier avocat au Québec à s'intéresser véritablement au sort des victimes. J'ai développé cette pratique-là. J'ai travaillé très fort.
Et j'ai mené des combats, non seulement devant les tribunaux, mais dans l'opinion publique, parce que quand ça fait 20 causes que tu gagnes dans une année sur le même point, tu te dis, il y a un système qui marche pas. Et il faut changer Et là, le tu système. dois attaquer le système à travers l'opinion publique, à travers les tribunes médiatiques, pour faire en sorte que ça change. C'est pas nécessairement de la politique. Mais c'est une forme de politique. C'est une forme de politique, en ce sens que ça fait appel à l'opinion publique, mais c'est pas à travers les partis réguliers. Mais c'est peut-être une façon efficace de faire de la politique, oui, je vous dirais. Ça l'est encore aujourd'hui, parce que je le fais encore aujourd'hui, même en dehors d'un cadre officiel politique. Je le fais régulièrement quand j'ai quelque chose à dénoncer. Je vois qu'il y a un système qui marche pas, je le dénonce et je me gêne pas. Je vous ai posé une question qui était peut-être un commentaire et que vous avez habilement choisi, ou auquel vous avez choisi de ne pas répondre. J'ai dit, est-ce qu'on a flatté votre ego? Est-ce que ça vous aurait joué des tours? J'ai pas senti qu'on avait flatté mon ego. J'ai senti... Parce que si vous aviez à analyser ce qui s'est passé et si vous aviez à revivre le film, est-ce que vous seriez mis en garde contre vous-même, dans le fond? C'est ça ma question. Écoutez, tout le monde me disait, quand j'étais candidat, les libéraux sont menteurs et ne respecteront pas leurs engagements. Et moi, je disais, écoutez, on m'a demandé de rédiger un programme électoral, on l'a présenté devant la presse nationale. En mars, je pense que c'était le 27 mars 2003, avec M. Charest, il y avait une trentaine de journalistes, le chef était là, et le programme en matière de justice a été présenté, celui que j'avais rédigé. Alors, une fois l'élection faite, l'assermentation, je me disais, il ne peut pas ne pas réaliser ces engagements. On est trop mouillé, compromis. Ça s'est rendu loin dans le processus, même au moment de l'assermentation, le 29 avril 2002. Maintenant, par la suite... 2003. Par la suite, ça s'est pas fait. Par la suite, il y avait avant l'élection, il y avait après l'élection, et je me promenais avec mon programme électoral dans les réunions interministérielles, puis je rappelais aux collègues, on a promis ci, on a promis ça, il faut le faire. Marc, il y a avant l'élection, puis il y a après l'élection. Alors, on va retourner loin avant l'élection pour comprendre qui vous êtes. Vous avez déjà dit, je pense que c'était à l'actualité en 1994, ça fait donc longtemps qu'on s'intéresse à vous, à 2 ans, j'essayais d'arracher les barreaux de mon lit. C'est donc dire qu'on vous enfermait pas facilement. Non, pas tout à fait. Ma mère m'a raconté ça. Est-ce que ça dit quelque chose de ce que vous êtes et de ce que vous êtes devenu, de la personnalité que vous avez? Oui, une forme de révolte. Face à l'injustice. Parce que vous dites, moi, dans la famille, j'avais un frère qui était plus docile, mais moi, on ne pouvait pas m'attacher. C'est ça, exactement. Et j'ai trouvé à travers le droit, la formation juridique, le rôle d'avocat, j'ai trouvé une façon de canaliser cette énergie-là. Depuis toujours, il y a cette révolte? Oui, peut-être. Étudiant, j'étais pas mal organisé. J'étais au cégep de Saint-Hyacinthe. Moi, il y avait à l'époque, là, souvenez-vous, en 1974, les grèves prêts et bourses, on était 100 000 devant la maison de Bourassa sur Maplewood à Westmount. Vous avez fait ça, vous? Ben oui, moi, je suis un des organisateurs de manifestations. J'ai passé ma première année de cégep. On n'imagine pas que vous avez eu un passé comme ça. Oui, j'ai passé. Puis d'ailleurs, dans l'histoire du printemps érable, j'ai rappelé à plusieurs personnes, même dans des entrevues, le fait qu'en 1974, on était pas mal plus virulent que ça. Rock'n'roll un peu? Beaucoup plus virulent, des autobus. Puis et il y avait le cégep Limoilou à Québec, il y avait le cégep de Saint-Hyacinthe qui étaient les deux mamelles de la révolte. Les foyers de la révolte. Des vraies grèves, là, pas des niaiseries. Là, on arrête une journée, puis on discute, puis nanana. Parce que pour vous, le printemps érable, c'était des niaiseries par rapport à ce que vous avez fait? C'était pas des niaiseries, ça a été une grande manifestation. Mais c'était pas, je pense, à la hauteur de ce qu'on a connu dans les années 70, parce que la réforme des prêts et bourses, c'était François Cloutier qui était ministre de l'Éducation, et cette réforme-là a été arrachée au gouvernement de l'époque, le gouvernement Bourassa, et c'est grâce aux étudiants et à la mobilisation des étudiants. Puis c'est certain que si aujourd'hui les étudiants mettaient le paquet pour obtenir de nouveaux changements, qu'ils connaissent, les besoins, c'est les étudiants qui sont en mesure de les exprimer. Il y a quelque chose d'un peu révolutionnaire en vous, M. Bellemare. C'est rare un avocat qu'on entend dire ce genre de choses. Possible. Malheureusement, c'est rare. On devrait être beaucoup plus nombreux. Non, mais vous dites qu'il y a aussi une raison de la rue. C'est ça que vous dites en ce moment. C'est-à-dire qu'au-delà du droit, des fois, il faut arracher ses droits.
Oui, je parle des étudiants particulièrement, oui. Parce que quand on est étudiant, on a de petits budgets, mais on a une grande liberté. On n'a pas de famille, souvent on n'a pas d'enfants, on n'a pas on est responsable de soi-même, on n'a pas de grandes responsabilités professionnelles ou autrement. On est à l'école, on a une grande liberté, on est instruit, on a des moyens, puis on est capable de s'exprimer. Donc, il faut porter ces besoins-là. Quand je pense à l'écologie, quand je pense au numérique, quand je pense à la mondialisation, je me dis, il y a encore des choses à faire pour améliorer la société. Et ça se fait des fois avec ses deux pieds. Ça se fait pas juste en respectant les règles. Exactement. Puis je trouve que ça bouge pas beaucoup. Je regarde les jeunes puis je me dis, on pourrait peut-être se mobiliser un peu plus. C'est ce que je dis à mes enfants, en tout cas. De se mobiliser, plus ou moins de succès. De se mobiliser davantage? Oui, se mobiliser. Vous les trouvez apathiques? Je dirais pas apathiques, mais je trouve qu'il y a une forme d'individualisme aujourd'hui qui est assez marqué et qui est un phénomène malheureux. Et je pense que tout ce qui s'appelle l'expression collective, c'est vrai que les années 70, c'était le Québec souverain, c'était les droits sociaux, c'était l'affirmation du Québec de toutes sortes de façons. C'était le Québec Inc. aussi, dans le monde des affaires. Qui se construisait. Exactement. Alors, c'était passionnant. On a été privilégiés de vivre ces années-là. Maintenant, quand on a fait ici sur les plaines le Moulin à Parole, je ne sais pas si vous vous souvenez, le Moulin à Parole, oui. Où on fêtait tristement le 250e anniversaire de la bataille des Plaines. Je faisais partie un peu de l'événement avec Françoise Sullivan qui a lu un extrait de Refus global. Dont vous avez d'ailleurs une copie originale. Oui, puis j'ai appelé Françoise parce que j'avais contacté Brigitte Hengens dans le temps, qui était organisatrice, qui est une femme de théâtre de Montréal, qui était au dossier. Je lui ai dit, qui lit Refus global parmi les textes fondateurs? Je pense qu'il y en avait 75. Elle me dit, il y a Yann Garneau, puis il y a lui, puis il y a lui. J'ai dit, OK, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, mais on a quand même 4 signataires. À l'époque, il était 5 parce que Gauvreau vivait, Pierre. Il y a quand même 5 signataires de Refus global qui sont vivants. Alors, on va en faire venir un. Je vais m'occuper de ça. J'ai appelé Françoise. Je l'ai fait venir en train. Je suis allé la chercher à la gare. Je l'ai amenée sur la Seine, sur les plaines. Et après la présentation, elle a lu un petit extrait de Refus global. Après ça, on est allé marcher, puis il y avait des jeunes qui étaient attablés tout près et qui me disaient M. Bellemare, c'était facile en 48, il y avait tellement de choses à changer, on ne pourrait jamais faire ça aujourd'hui. Je dis quoi? Vous êtes en train de me dire qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas faire Refus global 2 ou une autre forme de manifeste qui contiendrait un certain plan de réorganisation sociale qui pourrait nous permettre de s'attaquer à des maux contemporains. Injustice. C'est tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, là, les injustices, le déséquilibre de la richesse nord-sud dont Pierre Elliott Trudeau a parlé pendant toute sa vie, l'égalité des sexes, qui est loin d'être atteinte aujourd'hui, la mondialisation, l'écologie. Vous ne viendrez pas me dire qu'il n'y a pas moyen de faire encore l'équivalent de Refus global aujourd'hui, version 2000. On est en 2009. Et là, il y avait pas de mots. Je disais, écoutez, là, c'est pas vrai qu'aujourd'hui, on peut pas penser à organiser les artistes autour d'un manifeste. D'un nouveau refus global. Un manifeste. Un manifeste, c'est quoi? C'est d'articuler sa pensée autour d'un certain nombre de thèmes majeurs et de faire appel à un élan un peu subversif au sein de la population qui pourrait s'attaquer résolument à un certain nombre de problèmes, comme Bordua l'avait suggéré en 48. Vous écoutez les grands entretiens de Stéphane Bureau sur ici Radio-Canada Première avec l'avocat et ancien ministre de la Justice, Marc Bellemare. Quand j'ai commencé à collectionner, il y a une quarantaine d'années, j'ai réalisé jusqu'à quel point les artistes étaient courageux. En tout cas, les artistes que moi je situe dans la période révolutionnaire, je l'appelle comme ça, c'est mon titre, 1940 à 1970. Là. Ça se termine avec Serge Lemoine, ça commence avec Bordua, la montée de Bordua dans les années 40 avec le groupe automatiste qui l'entourait. Alors, pour moi, ces gens-là ont beaucoup de mérite parce qu'ils ont amené le Québec dans la modernité. Ils se sont attaqués à des institutions, au clergé, au gouvernement, à la corruption. C'est un fer de lance pour le changement, l'art?
Ah, je pense que oui. Je regarde Angela Conrad, là, qui va être présentée, ou ça va être fait au moment où ça va être en ondes, mais qui va présenter Golgotha Picnic à l'Atelier C à Montréal, qui est une metteur en scène fantastique et qui brasse et qui a pas d'intérêt. Était sur les ondes de Radio-Canada il n'y a pas très longtemps avec Serge Bouchard. Elle disait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que les gens veulent nécessairement entendre. Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai à dire moi. Et, qui est à déranger. De sortir les gens de leur confort, de leur zone de confort, pour les amener à se questionner et peut-être à critiquer, peut-être à vilipender ce que je fais. Peu importe. Moi, je fais pas ça pour être aimé. Susciter des réactions. Susciter des réactions sur le christianisme, sur Jésus, sur la religion, etc. Et pour moi, c'est fantastique, ça se passe au théâtre. J'ai l'impression que l'avocat que vous êtes a déjà voulu aussi faire ça, susciter des réactions comme un artiste. Oui, peut-être. Mais peut-être ou certainement? J'ai jamais voulu être un artiste. Donc, vous pourriez pas rêver à la chanson de Plamondon? Non, pas du tout. J'ai jamais rêvé d'être un artiste, mais j'accompagne les artistes et je les respecte beaucoup parce que ce sont des gens libres, ce sont des gens qui sont affranchis, en tout cas pour ceux qui le sont. Je dis pas que tous les artistes le sont, mais qui sont affranchis de toute forme de conformisme et qui s'expriment et qui font avancer les choses. Et c'est certain que ce qui s'est passé au Québec dans les années 40-50, pendant la Grande Noirceur, c'est extraordinaire. Les artistes sont allés, il y avait le vent d'en face, là, les Ferrons, les Barbeaux, les Mousseau, les Bordua, les Riopelle. C'est extraordinaire. Moi, je pense qu'on doit beaucoup à ces artistes-là. Alors, susciter des réactions, je vous cite. « Je suis imprévisible » et là, vous parlez de l'avocat que vous êtes et de la relation que vous avez avec vos clients. Je suis imprévisible, j'aime quand tout le monde marche sur des œufs et c'est vrai que je suis agressif, je ne fais aucun compromis, je ne donne de chance à personne. Dans ma tête, il ne peut y avoir qu'une seule bonne cause, celle de mon client. Est-ce que c'est une façon aussi de susciter des réactions? Est-ce que c'est une attitude comme les artistes qui provoque des réactions? Vous dites, je me fous de ce que vous penserez. Oui, c'est vrai. C'est ça. Faut pas accorder d'importance à ce que les gens pensent parce qu'il y a toujours des gens qui vont penser le contraire. Et dans le domaine où je suis, il y a toujours une version contre. Mais ce que vous avez cité est vrai, mais il faut choisir les causes aussi. Ça veut pas dire qu'on prend n'importe quoi. Il y a des gens qui ont tort. Les gens qui ont tort, ou que je pense dans l'erreur, je ne les défends pas. Mais quand j'épouse une cause, quand je vois une victime d'accident qui a toujours bien fonctionné pendant 40 ans, qui a payé ses impôts, qui a été honnête et qui tout à coup se retrouve dans la misère et le gouvernement l'abandonne parce que la CNESST ou la SAAC refuse de lui verser des indemnités, l'amène tranquillement, pas vite à la faillite, désorganise complètement sa vie, ça me révolte. Et je prends cette cause-là et je l'amène à fond et je me dis, il n'y a personne qui va m'empêcher d'aller au bout jusqu'à la Cour suprême s'il faut. Parce que cette personne-là a raison. Maintenant, c'est David contre Goliath, dans tous les dossiers. Moi, ce que je fais, là, je défends des gens. S'attaquer à l'État, c'est toujours David contre Goliath, parce que les moyens d'État sont illimités. C'est exactement ça. Et c'était le but de la réforme que je voulais amener avec les libéraux en 2003. C'était de rétablir l'équilibre entre les victimes et l'État, parce que dans le cadre de l'administration des régimes publics d'indemnisation, des régimes sociaux au Québec, tu as le bénéficiaire puis tu as la machine. Mais quand la machine refuse de respecter la loi et de respecter le bénéficiaire, qu'est-ce qu'on fait? On doit s'attaquer à la machine et on doit être devant un tribunal qui va décider si c'est la machine ou le citoyen qui a raison. Mais c'est tout un combat à chaque fois. Alors, c'est certain que moi, dans le cadre de mon travail, je rencontre ces gens-là quotidiennement. Des gens brisés, des gens défaits et qui ont qui ont vécu une vie très correcte pendant un certain temps. Puis tout à coup, ils se retrouvent devant l'abîme total. Alors, oui, il y a une forme de révolte parce que pour être capable de trouver l'énergie pour défendre ces gens-là, il faut être un brin révolté. Parce que si on ne l'est pas, on ne trouvera pas l'énergie pour mener ces combats-là qui durent 3, 4, 5 ans et qui sont relativement épuisants. Donc, il faut trouver l'énergie en quelque part. Moi, je l'ai, cette énergie-là. J'ai les connaissances pour le faire. Parce que vous avez déjà dit, c'est peut-être ma mère, qui était pourtant bien discrète, mais qui était... féministe. Oui, révolutionnaire à sa manière, mais très discrètement. Oui, révolutionnaire, mais qui avait pas, qui a toute sa vie, qui a soulevé des injustices par rapport aux femmes, en disant, ma mère, moi, était comme une mineure, elle n'avait pas le droit de posséder un immeuble, elle n'avait pas le droit d'hériter, elle n'avait pas le droit de ci, de ça. Est-ce que vous étiez conscient de ça
quand vous étiez jeune? J'étais conscient de ça. Oui. Parce que votre mère vous en parlait? Ma mère m'en parlait. Elle disait c'est inacceptable, il faut lutter contre ça, il faut changer la société, l'égalité homme-femme, c'est important. Et elle a eu 4 enfants, elle n'a jamais travaillé à l'extérieur, mais elle m'a donné le goût de m'attaquer à un certain nombre d'injustices. Et une fois devenu avocat, je me suis dit, moi j'ai pris ça au pied de la lettre. Vous voyez, avocat pour moi c'était le Robin des Bois. C'était celui qui s'attaque aux injustices au pied de la lettre. Au pied de la lettre. Exactement. Et quand je suis arrivé à la faculté de droit... Candide? Êtes-vous quelqu'un de candide? Moi, j'ai beaucoup de difficultés à imaginer... C'est-à-dire, après le droit, c'est rare, j'ai l'impression. Puis j'ai un père qui a enseigné le droit. Donc, je ne suis pas expert, mais en amont, on peut rêver à Robin des Bois. Après 4 ans de droit, est-ce qu'on peut encore être candide? Oui, parce que quand j'étais à l'Université de Montréal, 75-79, on était 1200 dans la faculté de droit, puis dans la section A où j'étais, on était à peu près 150, parce qu'il y avait le notariat qui faisait partie de la faculté aussi à l'époque. Et je voyais mes voisins qui étaient des fils de juges, des fils d'hommes d'affaires. Puis moi, j'arrivais d'un cégep relativement révolutionnaire. Faut le dire, là, Saint-Hyacinthe, c'était toute une pépinière. Il n'y avait pas grand monde de conformistes là-bas. Et j'arrive à la faculté de droit, puis sur 400 étudiants dans la première année, on était à peu près 150 qui venaient des cégeps. Moi, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Et je regardais les collègues. Étiez-vous complexé un peu? Pas du tout. Pas du tout. J'avais d'ailleurs, dans ma classe, il y avait des jeunes, il y avait des plus vieux. Il y avait d'ailleurs Raymond Charette qui a fait les belles années de Radio-Canada, qui était mon collègue dans la même section. À l'époque, il avait décidé de faire son droit. Il y avait des médecins. Il y avait beaucoup de fils de gens d'affaires, des vendeurs de fourrures, des entrepreneurs en construction. Et au début, je me disais, coudonc, quel genre d'avocat ça va faire, ça? Parce que pour moi, je me disais, mais l'avocat, il doit défendre les plus petits contre les plus gros. Souvent, c'est ça. C'est un peu ma vision des choses, parce que il n'y avait pas d'avocat dans ma famille. Je n'avais jamais vu ça, un avocat, moi. Je n'avais jamais eu de problème juridique. Alors, je ne savais pas ce que ça faisait. C'est une vision assez hollywoodienne, quand même. Une vision idéaliste de l'avocat. Et quand même, j'ai vu que je serais peut-être un peu tout seul de mon camp au bout de la ligne. Je me disais, je vais travailler pour les syndicats. Et finalement, je me suis retrouvé en pratique privée en 79. Mais avant ça, vous avez quand même travaillé pour la Commission des accidents du travail. La CAT, qui appelait à l'époque, qui a changé en 1980. J'ai fait un stage là-bas. Ouais. Mais c'est un peu comme si ça avait aussi été le révélateur de votre destin. Vous avez vu le monstre par son ventre, par l'intérieur. Exact. Et quand j'étais à la CAT, la Commission des accidents du travail, en 79, pour mon stage, moi, je voulais parler aux victimes d'accidents. Pour moi, j'étais à la Commission des accidents du travail, et donc les victimes appelaient à la commission. À l'époque, il n'y avait pas de bureau décentralisé dans l'ensemble du Québec, c'était concentré à Québec. Et tout à coup, il y a des victimes qui appelaient, et les secrétaires venaient me voir, disaient, veux-tu y parler à ce gars-là? C'est un gars de Bécomo, il appelle, ça fait 6 mois qu'il a pas reçu son chèque, il pleure au téléphone, peux-tu y parler? Alors, je prenais le téléphone, je parlais avec ce monsieur-là, j'étais tout fier. Et là, les secrétaires m'ont dit, écoute, Marc, t'es le seul à parler à ces gens-là. Il n'y a pas un avocat ici. Pourtant, il y avait 32 avocats dans les services juridiques. Il n'y a personne qui parle aux bénéficiaires. Il parle à qui? Il parle aux employeurs, il parle aux fonctionnaires, aux directeurs de service de la commission. Je dis, ça n'a pas de bon sens. Il faut servir les gens. Et à un moment donné, il y a un avocat, un senior du bureau, qui est venu me voir et qui me dit, Marc, il dit, t'as pas d'affaire à parler aux victimes. Alors, je dis, pourquoi? Il dit, les victimes, ils parlent aux agents d'indemnisation. Et ils ne parlent pas aux avocats. Là, tu donnes des conseils, puis là, les agents reçoivent des appels, puis ils se disent, mon maître Bellemare du service juridique a dit que tu devais payer, puis que tu devais me payer, puis tout ça, puis ça crée des problèmes. Alors, il dit, t'es pas du bon côté de la clôture, tu travailles pour la commission. Alors, j'ai répondu à cet avocat-là, écoute, là, pour moi, il y a un seul côté de la clôture. Et ce côté-là, c'est le côté des victimes d'accidents. Et si toi, tu ne parles pas aux victimes d'accidents, tu as un sérieux problème. Et moi, je n'aurai pas ce problème-là. Alors, je vais aussi longtemps que je vais être ici, je vais répondre aux accidentés, puis je vais les servir, puis si on doit appliquer la loi correctement à ces gens-là, on va le faire. Et ça s'est terminé comme ça. Il n'a pas aimé ça, mais c'était pas mon problème. Alors j'ai compris, alors que j'étais à l'intérieur de la Commission des accidents du travail, jusqu'à quel point les victimes d'accidents étaient mal défendues au Québec. Et quand j'ai fini mon stage, j'ai commencé à travailler pour les victimes. Ça n'a pas été trop compliqué. Là. Et vous vous définissez très rapidement comme une espèce d'homme bouduman privé.
C'est-à-dire que votre bureau d'avocat fait ce qu'un homme Bouduman pourrait faire au sein de l'État, mais ne fait peut-être pas. Et particulièrement pour les victimes d'accidents, les victimes d'actes criminels aussi, en disant, c'est comme si on ne les écoutait pas. Il y a très peu d'avocats qui représentent les victimes au Québec. Il y a beaucoup de monde qui représente le gouvernement, les compagnies d'assurance, mais les victimes, il y a très peu d'avocats encore aujourd'hui. Moi, je suis tombé dans ce monde-là et j'ai aimé travailler avec les victimes. Mais c'est pas tous les avocats qui ont du plaisir à travailler avec les victimes parce que c'est quand même assez difficile émotivement. Des gens brisés, qui ont pas de sous, qui sont médicamentés, qui sont traumatisés. Les victimes d'actes criminels, c'est les pires. Là. C'est un désastre. Là. Ils vivent une véritable catastrophe. Mais vous avez dit à ce sujet, justement, pour ces victimes qui se présentent devant l'IVAC, c'est comme ça qu'on appelle ça, je pense, le régime québécois d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Oui. Vous dites, laissés à eux-mêmes, les fonctionnaires chargés d'administrer ce système abusent régulièrement de leur pouvoir, négligent sciemment d'informer adéquatement les victimes, retardent le paiement des prestations ou les interrompent sans raison. Oui. C'est un système qui est en place pour aider des victimes. Oui, et qui ne fait pas son travail. Et d'ailleurs, la protectrice du citoyen, Mme Saint-Germain, qui a quitté en 2016 pour le Sénat, avant de quitter, a pondu un rapport d'à peu près 125 pages, qui est une pièce d'anthologie, qui décrit exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que l'IVAC ment sciemment aux victimes, interrompt les prestations, retarde. Ah, absolument. On fait une pause. Oui. Le système qui est mis en place par l'État pour tendre la main aux victimes d'actes criminels et les aider. Oui. Ben, c'est criminel, ce que vous me dites là. Ben, c'est pas criminel, mais c'est... Peut-être pas au sens de la loi, mais... C'est pas criminel, mais c'est odieux. Mais du mensonge, dans un cas comme celui-là, si on a besoin de réparation... Exactement. Alors, si vous appelez aujourd'hui à IVAC au téléphone et vous le dites, moi, mes 3 enfants ont été tués criminellement la semaine dernière, est-ce que je suis une victime au sens de la loi? On va vous dire non, monsieur. Vous n'êtes pas une victime, mais vos 3 enfants le sont. Alors, donc, si on est en dépression, si on vit un choc post-traumatique... Un choc post-traumatique, vous ne pouvez pas travailler. Donc, on va vous dire non, vous n'êtes pas victime parce que vous n'étiez pas là quand les enfants étaient assassinés. Vous êtes arrivé après le coup. Et là, vous décrivez en plus un exemple... Un exemple connu, le 2 décembre 2013. 2013, c'est ça. Un citoyen de Drummondville a vu ses enfants noyés par son ex. Il a réclamé un statut de victime parce qu'il ne pouvait plus travailler. Donc, il a besoin d'un remplacement de revenus. IVAC dit non, vous n'êtes pas victime. Vos 3 enfants le sont, vous ne l'êtes pas. Il aurait fallu que vous soyez dans le bain quand vos enfants étaient noyés. Et vous, ça vous met le feu au... Ben oui, j'ai défendu cet individu-là. On a gagné la cause. Il est encore en indemnisation à l'heure actuelle, même si ça fait 5 ans. Et plutôt que de se rallier à cette nouvelle jurisprudence, qui est née en 2013, la nouvelle définition de victime, qui n'exige pas que vous soyez présent sur les lieux du crime pour être victime, au sens de la loi, bien entendu, il va continuer d'appliquer l'ancienne notion et donne sciemment au téléphone, comme par écrit, une information fausse aux victimes qui croient le fonctionnaire qui leur parle parce que c'est l'État. L'État ne peut pas mentir. Les gens qui sont payés par mes impôts ne peuvent pas me mentir sur les services auxquels j'ai droit. Alors, vous avez probablement réfléchi à ça parce que ce n'est pas applicable qu'à l'IVAC. Théoriquement, l'État moderne est créé pour servir ceux qui désignent des leaders politiques qui sont entourés d'une administration. Comment expliquer, et ça, c'est pas anecdotique, que l'État, presque consciemment, agit contre notre intérêt dans ce cas-ci? Ce qui arrive, c'est que ces régimes-là ont été créés dans les années où ça allait bien financièrement pour le Québec. 1972 pour IVAC, 78 pour la Société d'assurance automobile. La CNESST est née en 80, une grosse réforme en 84. Il y avait de l'argent, un peu plus. Aujourd'hui, on n'a plus d'argent. L'État est endetté de façon dramatique. Donc, on essaie de serrer la vis, mais on garde les mêmes lois. Stéphane Bureau reçoit l'avocat et ancien ministre de la Justice Marc Bellemare à l'émission Les Grands Entretiens sur ICI Radio-Canada Première. Alors, revenons au pouvoir en 2003, parce que ce sont ces dossiers, y compris le no fault, qui est probablement l'éléphant dans la pièce,
ce système québécois qui fait que on n'est jamais vraiment responsable dans un accident. C'est ça le principe. Comme ministre de la Justice, à partir du moment où vous décidez d'appliquer le programme que vous avez écrit, est-il possible qu'on ait aussi travaillé à vous détruire ou à vous ralentir? Écoutez, c'est certain que c'était, comme par exemple, modifier la loi sur le no-fault pour faire en sorte que les victimes d'actes criminels, les victimes de chauffeurs, puissent avoir un recours contre la personne qui les a blessés ou la famille contre les gens. Parce que pour l'instant, c'est impossible. Pour l'instant, c'est impossible. Quelqu'un qui tue notre enfant, s'il est sous au volant, ne pourra pas être poursuivi. Qu'il soit assisté social ou qu'il soit millionnaire, il est à l'abri de toute poursuite. Même les fabricants automobiles le sont pour les véhicules déglingués qui nous vendent. À l'occasion, les pneus qui nous sautent au visage, les sacs gonflables, on ne peut pas poursuivre Ford ou GM pour un bris mécanique ou un défaut, même si l'accident résultant de ce défaut-là a causé des décès ou des handicaps permanents. Alors moi, je comprends pas pourquoi on devrait faire bénéficier ces monstres-là, ces monstres bureaucratiques ou ces grandes entreprises-là du no-fault. Les citoyens, les automobilistes peut-être, mais les grandes organisations, on peut pas. C'est pour ça que si un viaduc vous tombe dessus au Québec, vous n'avez aucun recours ni contre le fabricant du viaduc, ni contre l'entrepreneur, ni contre le gouvernement, ni contre les ingénieurs. C'est la même. En autant, si vous êtes en véhicule, si vous êtes piéton, vous avez un recours. Mais si vous avez un volant dans les mains, vous êtes dans l'impossibilité de poursuivre qui que ce soit. Vous devez envoyer votre papier à la SAAC et vous... Et il y a beaucoup de complices dans ce système, finalement. Il n'y a pas que l'État. Bien, au début, le no-fault, c'était pour empêcher les recours de tout le monde contre tout le monde. C'était pas mauvais. C'était pas mauvais. Non, mais je pense que c'est encore un système qui fonctionne assez bien, même dans l'ensemble. Oui. Il y a certains travers qui mériteraient d'être corrigés. C'est pour ça que je me dis, si on veut vraiment protéger le régime du no-fault et le faire grandir en crédibilité auprès de la population. Parce qu'on peut le garder en ayant des exceptions, c'est ce que vous dites. Mais certainement, parce que les régimes de no-fault, il y en a au Manitoba, il y en a en Saskatchewan, et qui sont relatifs, en ce sens qu'il y a des exceptions. Dans certains cas, par exemple, si vous êtes blessé au Manitoba à cause que vous étiez en état d'ébriété, on va vous payer à partir de la 2e année d'incapacité. Donc, il y a une conséquence financière. Ici, au Québec, il n'y en a pas. Tout le monde sur le même pied, l'écraseur comme l'écrasé. Alors, il n'y a pas de changement possible. Mais pour répondre à votre question, c'est sûr que le fait de vouloir apporter certaines exceptions au régime du no-fault et non pas de le balancer comme certains ont laissé croire, ça déplaisait à des gens, ça. Et je me souviens, à un moment donné, M. Charest m'avait dit... ouais, l'assurance automobile, le no-fault, les criminels de la route. J'ai parlé à Henri Massé, qui était président de la FTQ, puis il m'a dit qu'il n'était pas d'accord. Alors, je lui ai répondu, Henri Massé est élu dans quel comté, ce gars-là? Il est ministre de quoi, exactement? Il n'a pas répondu. Parce qu'il n'était pas ministre, puis il n'était pas député. Monsieur Bellemare, mais il y avait un lobby pardonnez-moi l'expression, puissant. Mais est-ce que vous étiez un peu, est-ce que je peux dire avec des gros guillemets, barbeux, quand on répond comme ça au premier ministre? Ben, c'est parce que je sentais que l'engagement allait tranquillement pas vite disparaître, là, parce que il y avait des lobbies qui disaient ça. Il y avait des lobbies aussi bureaucratiques, parce que au sein de l'appareil gouvernemental, il y a beaucoup de résistance à toute forme de changement. Et il y avait des lobbies qui étaient contre l'idée de changer quoi que ce soit dans cette loi. Et moi, je pensais que du fait que la population du Québec avait voté pour un gouvernement majoritaire auquel j'appartenais. Vous aviez la marge pour appliquer le programme. Qu'on avait l'obligation de respecter la parole donnée et de réaliser l'engagement, mais après coup, il fallait convaincre non plus la population, mais beaucoup de gens autour. Et Philippe Couillard, lui, à la santé, avait un air d'aller parce que le premier ministre était derrière lui. Et moi, je n'ai jamais senti cette... Alors, je ne veux pas vous faire revivre de mauvais souvenirs, mais c'est inévitable. Parce que, comme par hasard, c'est au moment où vous êtes ministre de la Justice que, je pense à André Arthur, et vous savez la suite de la question, apprend à ses auditeurs et ensuite les journaux que votre fille dansait dans un bar de danseuses et donc que le ministre de la Justice était peut-être susceptible d'être influencé ou d'être... partial à des groupes criminalisés qui pourraient l'avoir embauché ou à tout le moins à la menace d'être mis au jour pour ça. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard, cette information coulée, ou c'est lié à ce que vous faisiez? Je ne sais pas. J'ai jamais su vraiment Avez-vous médité un peu la chose?
Je pense que quand on est en politique, on est exposé, on est investigué de toutes parts. Évidemment, à Québec aussi, il y a les radios. Vous avez parlé d'André Arthur, ben c'est un exemple. C'est un individu qui fouillait beaucoup. Et quelqu'un, quelque part, a dû lui donner l'information. Sûrement. Mais plusieurs ont fait l'hypothèse que ça ne pouvait venir que du ministère de la Justice. Oui, ou de la police. Ou de la police. Possiblement. Ou peut-être d'un groupe organisé. Vous savez, cet épisode-là, pour moi, ça faisait un certain temps que je ne parlais pas à ma fille. Et ce qu'elle faisait exactement, je ne le savais pas, nécessairement. Mais c'est pas le fun de l'apprendre comme ça. Non, mais j'ai pas vraiment appris quelque chose. Tout ce qu'on a dit, c'est la fille du ministre Bellemare danse en quelque part à Québec. Je savais même pas où. Mais c'était suffisant pour mettre le ministre dans l'embarras et le gouvernement aussi. Alors, ça a été une période difficile, effectivement, au plan familial, au plan émotif. Mais ça n'a pas eu d'influence sur la trajectoire politique ou sur le plan, si vous voulez, d'application ou de réalisation des réformes qu'on avait promises. Est-ce qu'on n'est jamais préparé à ce genre de choses? Parce que ça, c'est de la politique sale. Que ce soit de la politique ou le fait d'être en politique, c'est dur. Oui, c'est dur, effectivement. C'est parce qu'on pense aux autres enfants, parce que j'en avais quand même 5, j'en ai encore 5 aujourd'hui. Non, mais que vous lui parliez d'ailleurs à votre fille ou pas à ce moment-là, c'est votre fille aussi. Oui, puis c'est ce qui a été drôle, c'est que le lendemain du jour où ça a été annoncé, c'était en octobre 2003, je pense que c'était le 8 octobre, le lendemain, ma fille s'est présentée d'office, d'elle-même, au studio de choix, et a exigé une entrevue. Elle s'est retrouvée en ondes. C'est mon attaché de presse qui m'a raconté ça quelques heures plus tard. Elle s'est retrouvée en ondes avec Filion puis Arthur pour défendre son père. Et son intégrité. Pour me défendre. Oui. Puis moi, je n'avais rien commandé de tout ça. Et j'étais surpris de la démarche. Mais après coup, je me suis dit, elle avait quand même du guts. Elle est allée sur place, puis elle a dit, moi, oui, je danse, j'ai le droit de danser, puis c'est ma vie, puis c'est mon choix, puis je fais pas de prostitution, puis je fais rien d'illégal, puis mon père est l'homme le plus intègre de la planète. Et voilà. C'est une façon de relancer la communication avec la fille à qui on n'a pas parlé. Ça n'a pas nécessairement fonctionné à très court terme, mais ça a été quand même... elle a posé, je pense, un bon geste à ce moment-là. C'est au moment où vous êtes ministre, que vous êtes témoin de pratiques dont vous parlerez beaucoup plus tard dans des déclarations que vous allez faire à l'émission Enquête, de ce que des bailleurs de fonds du parti, des porteurs de valises, des gens qui font des contributions généreuses s'attendent en échange d'avoir un mot à dire sur la nomination de certains juges. Donc, au ministre de la Justice que vous êtes, on vous dit, bon, il est temps de renvoyer l'ascenseur. Comment ça se passe? Il me semble que ça doit être gênant. Là. Moi, je me vois mal vous informer de ça. Comment on vous le fait comprendre? Écoutez, quand les libéraux sont élus en avril 2003, ça fait 9 ans que le Parti québécois est au pouvoir. Hein? Je pense que Parizeau a été élu le 12 septembre 1994. Et on est en avril 2003, donc ça fait 9 ans. C'est long, 9 ans pour les libéraux dans l'opposition. Hein? Pas de contrat, pas d'amis, pas d'ascenseur, pas de nomination. Ils ont faim. Et vous avez faim, parce que vous êtes libéral, M. Bellemare, à ce moment-là. Moi, vous êtes dans le gouvernement. Je suis candidat. Et je travaille fort pendant la campagne électorale parce qu'on me demande 30 000 de fonds et j'ai ramassé 30 000 30 amis qui ont donné 1 000 Et quand je suis arrivé au parti pour remettre mon enveloppe avec 30 chèques de 1 000 le directeur qui était Ben Savard à l'époque est tombé en bas de sa chaise. Il dit, t'as pris ça où? Parce qu'il comprenait pas que j'ai pu ramasser 30 000. Mais j'ai appelé un ami orthopédiste, un ami cardiologue, un ami psychiatre parce que dans mes dossiers, je travaille avec des spécialistes et j'en connais, puis le beau-père, puis mon frère, puis nanana. Puis bon, voici le 30 000 Mais tout ça pour dire qu'une fois arrivé au pouvoir, très rapidement, il y avait des collecteurs de fonds. Puis collecter des fonds pour un parti politique, en soi, c'est pas illégal. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. On peut dire, moi, ben voilà, puis c'est correct, puis c'est démocratique, c'est un geste démocratique. Maintenant, quand tu ramasses 1 million dans une année, il y a des gens qui t'aiment beaucoup. C'est rarement pour l'idéalisme. Voilà. Et c'est un peu ce qui est arrivé.
Et très rapidement, des collecteurs de fonds m'ont demandé de nommer des amis. Alors, à ce moment-là, ils vous appellent directo? Oui, il y avait des entretiens directs, il y avait des lunchs, il y avait des téléphones, il y avait même des téléphones chez moi. Ma femme a témoigné dans ce sens-là, d'ailleurs, devant la commission Bastarache, où j'ai témoigné pendant 5 jours pour expliquer tout ça. Alors, c'est ça. Alors, moi, j'ai fait part, M. Charest, c'était le 2 septembre 2003. On sortait d'un congé. Et je lui ai dit que j'étais pas content parce qu'on me demandait de nommer des juges qui n'étaient pas nécessairement mes choix. Et puis, ce qu'il m'a répondu, c'est, si Franco te dit nommer, nomme-les. Et bon, alors, j'avais un agenda politique, j'avais des réformes à réaliser, et je me disais, qu'est-ce que je fais? Je continue, j'arrête, je me posais régulièrement la question, je me disais, quelle espèce d'univers malsain? Moi, je l'ai vécu à la justice. Est-ce que Pierre Reid l'a vécu à l'éducation? Je ne sais pas. Est-ce que Philippe Couillard l'a vécu à la santé? Je ne sais pas. J'imagine qu'il y a eu de la pression aussi. Yvon Marcoux qui était au transport. Moi, je l'ai vécu à la justice. Mais au bout de l'exercice, la commission Bastarache dit c'est vrai que le processus n'est pas parfait, mais il n'y a rien qui nous donne à penser que M. Bellemare a vraiment vécu ce qu'il a vécu là. Non, il disait qu'il y avait eu des pressions, mais qu'il n'y avait pas de preuve que c'était des pressions indues. Mais moi, je n'ai pas besoin de la permission de Bastarache pour le penser, là. Je l'ai vécu et je sais ce que j'ai vécu et je l'ai expliqué dans mon témoignage. Maintenant, Jean Charest met sur pied une commission d'enquête avec un ex-juge de la Cour suprême, devenu avocat, qui s'installe là, puis qui écoute des témoignages. J'ai jamais pensé un seul instant que le rapport final de Michel Bastarache serait favorable à ma version. J'ai jamais pensé ça un seul instant. Parce que l'idée était pipée, selon vous? Je suis convaincu que oui. Écoutez, il pouvait pas en venir à la conclusion que j'avais raison, mettre le gouvernement dans l'embarras à ce point-là. J'ai jamais pensé. Mais vous savez, j'ai accepté de témoigner. J'avais un certain nombre de conditions, notamment que ce soit public, qu'il n'y ait pas de huis clos et que je puisse obtenir une version sténographiée de l'ensemble des débats à la fin de la commission Bastarache. Et j'ai obtenu ces 3 conditions-là. Donc, il y a des minutes de tout ce qui se disait. Et c'était clair pour moi que c'était la population qui allait décider, qui allait juger. Et dans les sondages de la presse en janvier 2011, était assez éloquent. Il y avait 80 quelques % des Québécois qui croyaient ma version. Moi, ça me satisfaisait. Moi, j'avais pas besoin d'avoir une Michel Bastarache qui dit, Monsieur Bellemare, on vous croit. D'autant plus que dans son rapport, Michel Bastarache, à la fin, a dit « Je ne déciderai pas si la rencontre entre Bellemare et Jean Charest du 2 septembre 2003 et du 8 janvier 2004 ont eu lieu. Je ne déciderai pas parce que c'était dans un procès civil entre Charest et moi. » Alors, il y a des pans de mur quand même assez importants qui n'ont pas été abordés par le commissaire Bastarache. Êtes-vous des fois fatigué de la vie que vous avez vécue? Fatigué au sens d'épuisé? Non, je suis pas épuisé. Je suis un peu plus fatigué qu'avant. J'ai 62 ans. Alors, évidemment, 62, c'est pas comme 22, mais j'ai encore pas mal d'énergie. Comment on entretient, je sais pas si c'est la bonne formule, mais cette capacité d'indignation pour, justement, ne jamais être blasé? C'est mes clients qui me la donnent. Dans mon travail, la capacité d'indignation face à d'autres phénomènes qui surviennent dans la vie publique, l'activité gouvernementale dans son ensemble, ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On n'a pas nécessairement de solution. Mais si je peux avoir des solutions privées dans des dossiers particuliers pour répondre aux besoins de gens particuliers qui sont mes clients, qui sont les victimes d'accidents de toutes sortes. J'allais vous demander, êtes-vous découragé, désabusé compte tenu de ce que vous avez traversé et vécu? Parce que le diagnostic que vous posez, d'ailleurs, peut-être parce qu'on est à la radio, on est un peu plus candide, mais très souvent, des gens autour de la table, autour d'un repas, vont se dire mais que je suis donc découragé de mon système politique, mais ça n'en indigne pas davantage. Vous, compte tenu de tout ce que vous avez traversé, est-ce que vous êtes cynique? Oui, probablement. Comme Diogène. Oui. Écarte-toi de mon soleil.
Non. C'était Alexandre qui faisait de l'ombre. Oui, il disait ça, Alexandre, effectivement. C'est peut-être pas le même calibre. Un beau siècle, quand même. Hein? Et Aristote, Diogène, ils ont tous vécu. Vous êtes donc nostalgique d'une époque où la démocratie se pratiquait vraiment à petite échelle, monsieur. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Non, oui, on peut être cynique, effectivement. Vous pouvez être cynique? Je pense que les gens le sont beaucoup. Hein. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a comme une espèce de désillusion un peu générale. Mais en même temps, on sent qu'il n'y a pas de moyens, on sent que... Et les citoyens ne cherchent pas nécessairement de moyens de corriger la situation. Il y a comme un sentiment d'impuissance. Je sais pas, je pense que c'est cyclique, ça peut changer éventuellement. Peut-être à toutes les 2 générations, il y a comme des moyens qu'on met de l'avant, puis là, on est dans le creux. Il faut faire comme les ça sera jeunes, pas éternel. Il faudrait faire comme les jeunes du cégep de Saint-Hyacinthe, alors peut-être. Ouais, je sais pas s'il y a l'équivalent aujourd'hui, mais je suis content d'avoir étudié à Saint-Hyacinthe de 73 à 75. Ça a été une très belle époque pour moi. Ouais. Qui change le monde le plus durablement, le révolutionnaire ou l'avocat? Idéalement, celui qui a les 2 possibilités. Mais l'avocat, lui, a un outil. Moi, je me considère privilégié de pouvoir m'adresser à des juges qui ont le pouvoir de changer le destin de personnes. Pas de la société, mais de personnes. Il y a peut-être un peu de la société en quelque part, en tout cas des embryons. Mais pour moi, c'est un outil, dépendant de ce qu'on en fait de cet outil-là. Moi, c'est ce que je fais de l'outil que j'ai, qui est la possibilité de pratiquer le droit. Mais vous savez, sur quelques 26 000 avocats, s'il y en avait plus, là, peut-être ça changerait plus vite. On pourrait changer beaucoup de choses, mais il faudrait que les avocats soient plus revendicateurs, parce que le barreau, notamment, pourrait jouer un rôle beaucoup plus actif socialement que ce qu'il fait actuellement. Là. Un peu moins de bulles, puis un peu plus de droit. D'indignation. Et d'indignation. Ben, pourquoi pas? Vous êtes peut-être plus révolutionnaire qu'avocat, finalement. Peut-être plus, oui. Parce que pour moi, le droit, je ne parlerai pas du droit, je vais parler de la possibilité de défendre des gens ou de m'adresser aux juges. C'est un grand privilège. Et ça nous permet d'utiliser finalement notre privilège avec l'ensemble du système judiciaire pour changer les choses. Mais c'est certain que les juges sont là pour appliquer les lois. Alors, ça a des limites. Hein? Les juges ont des limites dans leur action. Alors, il faut pousser l'action au-delà du système judiciaire pour l'amener dans l'arène politique et dans l'arène publique. C'est comme ça qu'on va être capable de faire changer les systèmes, changer les lois, parce qu'il faut aller plus loin que le simple appareil judiciaire. Et c'est là qu'on retrouve le jeune Marc Bellemare de 2 ans qui voulait arracher les barreaux de son berceau. Oui, j'ai réussi quelquefois, il paraît. Il paraît. Marc Bellemare, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Cette entrevue de Stéphane Bureau avec l'avocat et ancien ministre de la Justice Marc Bellemare est disponible en direct ou en balado sur l'application ici Radio-Canada Première et sur notre site web. On contribue à cette émission à la recherche André Royer, à la technique Stéphane Michaud, à la réalisation Robert Lamarche.